Alors, c'est la première question qui est la plus difficile. Je suis Jean-Luc Burguinder. J'ai été vice-président du Conseil régional du Centre de 1998 à 2010 en formation professionnelle continue et apprentissage. Et aujourd'hui, je suis toujours élu, mais d'un point de vue local. Et par ailleurs, président d'un EPCI de 39 communes rurales et président d'un CFA. Dans ce que j'entendais, alors j'ai sans doute pas tout compris, mais j'entendais quand même que ces zones qui se plaignent, moi ce que je crois, avant d'aller plus loin, ce que je crois c'est qu'il y a d'énormes inégalités, que ça soit sur les métropoles ou que ça soit également sur les territoires ruraux. Il y a des territoires ruraux qui se portent très bien, je le pense, et il y en a qui se portent vraiment très mal aussi. Et tout à l'heure, j'entendais quand même des propos qui me disaient qu'on était quand même assez loin de la vraie vie, quoi. Je suis dans un secteur, je parle de celui que je connais, donc il existe. Et il y a des gens, pas très loin de Paris, 110 kilomètres, et néanmoins, effectivement, peut-être qu'il y a autant d'habitants, et je pense même qu'il y en a plus. On a plus d'habitants aujourd'hui, puisqu'on n'est pas en perte de démographie, on est en gain. Sauf que la démographie, elle a changé. Il n'y a pas de jeunes, il n'y a que des personnes âgées, ou en majorité, des personnes en grande difficulté économique, parce qu'elles décrochent de la région parisienne, qu'aujourd'hui, puisqu'on est dans la formation, les formateurs me disent tous, et quand j'étais vice-président, je l'entendais régulièrement, me disent tous, on change de métier, puisqu'il faut s'occuper maintenant du logement, de la santé, des enfants, des situations de rupture de couple, et que finalement, c'est plus des formateurs, c'est des acteurs sociaux. Sur le même territoire, disparition de l'ensemble des services publics. C'est-à-dire qu'on a un État qui disparaît. Alors, je veux bien que les collectivités elles essaient de faire ce qu'elles peuvent, c'est vrai, mais c'est vrai que aussi en même temps, quand on baisse les impôts régulièrement, il y a un moment où on n'a plus beaucoup de ressources. Donc je le vois, je le vis, et je suis moi-même élu. Alors, donc je sais ça. Ça me paraît aussi important de le dire, sur ces territoires, et ça me renvoie au débat qui est tout récent sur la retraite. On nous dit maintenant on vit de plus en plus âgé, c'est vrai. Ça, il n'y a pas de souci. Je pense que les générations rock and twist, elles ont bien profité d'un système social pertinent, d'une progression du savoir médical, donc pas de problème. Aujourd'hui, mon pharmacien me dit, si vous saviez, il y a à peu près 50% de mes clientes, beaucoup, puisque c'est plutôt des femmes, qui disent vous ne me mettez pas toute l'ordonnance, puisque il va falloir que je paye ça, je peux pas payer. Donc je ne paye pas. Je pense qu'à terme, on va quand même avoir des soucis sur la durée de la vie. S'il vous plaît, monsieur, ce que je vous propose, c'est de passer... Bon, vos commentaires sont intéressants, mais vous allez avoir plusieurs occasions pour échanger. Venir une question, je vous propose qu'on essaie d'avoir des questions assez courtes pour profiter des réponses de Laurent Davezies. Non, c'est ce que je réagissais par rapport à ce que j'entendais. C'est-à-dire que les territoires se plaignent, mais finalement, ils vivent pas si mal. Et je dis que non. Je pense qu'il y a sûrement des disparités. Il y a certainement des territoires qui vivent très bien, mais je peux vous dire qu'il y en a qui vivent très mal. Et ceux qui vivent très mal vivent réellement très mal. Bon, donc même si on n'est pas loin de la capitale, même si on gagne, on a une progression démographique, même s'il y a des aspects qui sur le papier et sur les graphiques ça fait bien, ça fait beau, la réalité elle est beaucoup plus noire que vous pensez. D'accord. Je réponds tout de suite, rapidement. Merci de signaler que je suis pas dans la vraie vie. Évidemment, je suis un Parisien qui descend parler aux indigènes. Non, ce qui est vrai, c'est que j'ai été beaucoup trop rapide et qu'il est évident qu'aujourd'hui, dans un contexte global où, en général, les territoires ruraux se portent beaucoup mieux qu'on ne le dit, les régions ont tendance aussi à voir leur situation converger et non pas diverger comme on l'entend
du point de vue d'indicateurs comme le revenu, par exemple. Hein. Il y a une diminution des inégalités de revenus dans ce pays depuis 30 ou 40 ans, ininterrompue, entre les régions, les départements, entre les zones d'emploi, entre les aires urbaines. Dans ce contexte-là, il y a évidemment, ne pas oublier, il y a en même temps, et ça paraît paradoxal, mais ça va ensemble, une augmentation des disparités sociales, évidemment, une montée de crise sociale effrayante, mais simplement, elle est homogène, donc du coup, elle se répand partout de la même façon. Petit 1, petit 2, vous avez aussi les territoires nommément. Alors j'ai un peu évoqué tout à l'heure en parlant du Nord-Est, où les gens, pour y aller, demandent à être mieux payés. Évidemment que quand je parle du monde rural, c'est en gros le monde rural, mais si on regarde de façon plus détaillée, ce qui est difficile en une demi-heure, ou même 35 minutes, évidemment qu'il y a des territoires qui sont en très grande difficulté, toujours d'ailleurs dans le Nord-Est, hein, le Nord-Est du pays où il y a plus de difficultés, et dans le bassin parisien, où vous avez effectivement des territoires en grande difficulté. Mais si vous prenez globalement la situation, vous voyez que la tendance est généralement, globalement, pas celle qui est dite généralement comme étant la situation globale et générale. Par exemple, dire que c'est la fin de l'emploi public et du service public. On vient de se passer 25 ans à avoir une croissance de l'emploi public. L'emploi public local a augmenté plus rapidement que l'emploi privé. Alors je trouve ça superbe. Il n'empêche qu'on n'est pas sûr que ça peut durer longtemps, parce qu'à un moment donné, ça ne peut plus marcher. Et moi, je passe ma vie sur des territoires avec des élus de gauche comme de droite. Il n'y a aucune différence dans le discours. Tout le monde dit il va falloir qu'on réduise la toile. C'est pas la crise économique actuelle. Elle est révélatrice de problèmes structurels. On va être obligé de réduire la toile pour des raisons absolument évidentes. Et tout le monde le dit. Quand on voit ce qu'a été, je répète, l'INSEE avait été très euphémique d'ailleurs. L'INSEE, ils osent pas trop se mouiller. Quand on a fait les communautés d'agglomération, on avait l'intercommunalité, 99, le Chevènement, magnifique succès. Ça faisait 30 ans que personne n'avait réussi. Le Chevènement a réussi. On a fait l'intercommunauté. Je trouve que c'est bien. Hein. Je pense qu'on a fait un premier pas extrêmement important. Pourtant, derrière, quand même, ce qui est assez frappant, ce qu'a dit l'INSEE, c'était un moment où on essayait de faire jouer des économies d'échelle, de faire mieux avec les mêmes moyens, de s'articuler, d'être responsable localement. Ça s'est traduit par une explosion d'emplois publics locaux. Et l'INSEE disait, en dépit de la mise d'intercommunauté, on ne voit pas nettement les effets Bon. Donc Alors, ce qui est vrai aussi, c'est que les territoires ruraux dont je parle là, c'est des territoires, effectivement, où il y a moins de jeunes et plus de vieux. C'est vrai. Mais de la même façon, si je prends les villes, Toulouse, il y a plus de jeunes, Montauban, il y a plus de vieux. C'est vrai. Il y a une différenciation forte qui s'est établie entre les territoires, notamment, parce qu'il y a aussi du point de vue des fonctions productives, du point de vue démographique. C'est vrai aussi. Il n'empêche que, dans un monde aujourd'hui où le retraité moyen a un revenu qui est plutôt supérieur à l'actif moyen, là encore, il y a des endroits où il y a des retraités extrêmement pauvres avec des minima sociaux, nous sommes d'accord. Il n'empêche que globalement, le vieillissement d'un type de territoire et le rajeunissement d'autres territoires ne se traduit pas par une divergence en termes notamment économique et social, mais plutôt par une sorte de convergence. Avec derrière, évidemment, des phénomènes complexes et qu'il faut gérer localement, parfois de façon un peu difficile. Mais je répète, ce que je dis est global. Merci Laurent. Oui. Je fais juste une petite parenthèse, c'est que la notion de territoire rural n'est pas évidente. C'est-à-dire que pour parler de territoire, il faut quand même disposer d'un certain nombre de ressources et de modes d'organisation pour être en mesure de peser sur son propre avenir et de le penser. Et en règle générale, c'était dit tout à l'heure par rapport à la loi Voynet, un territoire rural est organisé avec un ensemble de villes, une ville ou un ensemble de villes, quoi. Le jeune homme, oui, avait une question. Francis. Oui, Dominique Potex, donc je suis là au titre du pôle de compétitivité. Monsieur Potex, on se présente. Dominique Potex, pôle de compétitivité Vitagora. Donc ma question est simple, je ne vais pas faire de commentaires, je n'aurai à faire, mais il y a trois brillants économistes là qui nous ont quand même largement intéressés avec leurs propos. Voilà une décision politique prise il y a maintenant 5 ans. Quel bilan vous faites, vous, de la mesure prise il y a 5 ans, donc de constituer ou d'encourager la constitution des pôles de compétitivité? Donc ma question s'adresse de fait à vous trois. Je vais être très bref, je vais laisser la parole. Il y a eu un bilan qui a été fait. Il y a une équipe d'économistes de l'École d'économie de Paris qui a fait un bilan très très négatif. Philippe Martin et compagnie. Je ne sais pas si vous avez vu, ça a été publié. Ça fait beaucoup de bruit. Ils ont fait un bilan très négatif, mais en même temps, en étant eux-mêmes conscients que c'est sur une phase de temps tellement limitée que c'est quand même, faut y aller doucement avant d'être trop sévère. On considère que des opérations technopolitaines, massives,
La Commission européenne a fait beaucoup de travaux, l'OCDE en a fait aussi. Avec le recul, on pense qu'il faut 30 ou 40 ans pour que ça prenne, pour que ça commence à avoir des effets. Donc il faut rester très prudent. Pour autant, moi, en une phrase, cette politique-là, c'est une politique qui avait quand même comme idée de mettre les territoires au service de la croissance. Et donc c'est une politique industrielle mettant en œuvre le facteur territorial. Il y a eu une campagne électorale qui s'est passée à ce moment-là, on est en 2006-2007, et c'est devenu une distribution, c'est devenu une politique territoriale, avec tous les aspects d'équité, etc. Donc elle a aussi été tuée dès le départ. Le concept a complètement été transformé, je dirais, pour des raisons, on va dire clairement électorales. Et donc même les concepteurs au départ de cette politique, qui était une politique extrêmement restrictive, n'ont pas reconnu leur petit à la sortie. Mais là encore, soyons prudents, attendons encore 25 ou 30 ans. Oui, je crois qu'on pouvait tirer ce bilan avant même d'avoir commencé. Vous pouvez, par exemple, lire dans un article de Daniel Leborgne et moi-même, paru, je crois, dans Les Temps modernes, sur deux doctrines de redéploiement territorial, où on expliquait exactement ça, ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire qu'un pôle de compétitivité, si c'est vrai, ça sort pas de rien. On peut en susciter un. C'est pas de toute éternité. On peut pas dire que de toute éternité telle région peut se constituer en pôle de compétitivité, tandis qu'une autre ne pourra jamais. Ça, c'est pas de l'essentialisme territorial, hein. Mais c'est quand même une affaire de 2 générations. Et exemple Toulouse, hein, dont on a dit longtemps que ça décollait pas, et puis finalement Toulouse a décollé. Hein. Mais on peut pas dire. Alors, l'idée que l'État peut décréter que telle chose devient un pôle de développement ou un pôle d'excellence ou tout ce qu'on a voulu, ce qui est typique à la fois du gaullisme ou du libéralisme, tout ce qu'on veut, enfin qui est typiquement français, disons-le, hein, ça ne marche pas. Il y a des phénomènes socio-économiques locaux qui peuvent être encouragés par l'État central, mais décréter une région comme pôle... bon. Alors, maintenant, c'est à distinguer de tous les débats sur faut-il réorganiser la carte des grands établissements publics territoriaux, nationaux, hein, bon, que ce soit dans la politique culturelle, dans la politique médicale, dans tout ce qu'on veut, qui est un autre problème. Mais la formation de pôles territorial d'excellence, c'est pas une décision publique d'État, c'est une décision des élites locales qui arrivent à passer des compromis entre, disons, le patronat, syndical, système de formation professionnelle, et puis les intellectuels politiques qui arriveront à mobiliser l'ensemble. Bon, Rennes, par exemple, Strasbourg, tout ça, c'est des endroits où, à un moment donné, il y a ça, la mayonnaise a pris. Mais ça ne se décide pas depuis l'État central. Les plus belles réussites, d'ailleurs, c'est que dans les annales, c'est la route 128 ou Silicon Valley, c'est des décisions purement privées. Route 128, c'est un promoteur privé qui a dit, tiens, forêt de boulot, pas loin, Boston, Cambridge, machin, il y a des boîtes qui se développent, je fais une apparition de promotion immobilière. C'est un promoteur immobilier qui a fait la route 128. Il a eu le nez creux. Hein. Oui, merci, oui. Je voudrais quand même... Oui. J'entends bien ce qui est dit, quoi. C'est vrai que c'est aussi en France qu'un sociologue a dit on ne change pas la société par décret. Donc là, on est capable d'avoir ce regard critique-là. C'est pas récent. Mais je crois qu'il faudra du temps peut-être. Mais c'est vrai que je crois pas que l'État ait complètement décrété de mettre des choses là où rien ne se passait. C'est-à-dire quelque part les pôles de compétitivité, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Ils sont bien installés là où quelque part il y avait déjà des acteurs sociaux, y compris la recherche et des acteurs économiques qui travaillaient ensemble, quoi. Donc c'est plus une logique un peu keynésienne peut-être de donner ou de rapporter des moyens pour avoir un effet d'entraînement supplémentaire. Mais est-ce que ça vous l'avez vu ou pas, quoi? Je crois que l'analyse elle doit être faite quand même d'une façon un peu plus qui prend en compte un peu plus des réalités locales qui sont effectivement existantes partout, quelle que soit la région où on se situe, quoi. Ouais, mais l'idée de départ, hein, même si effectivement je suis d'accord pour dire que c'est effectivement un compromis local, des coalitions locales qui peuvent faire que se développera ce type de pôle. Dans le cadre de la politique des pôles de compétitivité, au départ, c'était une politique industrielle. Avec, d'une certaine façon, dans un premier temps, on se fout des territoires. Et dans le cadre d'une politique industrielle, avec des axes
limité, un très, très faible nombre, à ce moment-là, on utilise les territoires comme des ressources. C'est une politique nationale industrielle utilisant les territoires comme ressources. Alors on peut être d'accord ou pas d'accord, mais c'est ça qui était le concept de départ. Et c'est ce qu'on n'a pas fait. On a transformé ça en politique territoriale avec le... L'ambiguïté, elle est là, oui. Encore une dernière question, puis je vous propose d'arrêter après, parce qu'on aura des soucis avec l'organisation du repas, je pense. Monique Martin, Césaire des Pays de la Loire. Sur l'opposition territoire métropolitain et territoire rural. Bon, le territoire rural n'est pas un territoire, ne sont pas des territoires fermés. Et c'est peut-être la question de la circulation entre les territoires qui peut être intéressante. Vous avez parlé de la Vendée. Beneteau, du fait que Beneteau est intégré dans le pôle de compétitivité des matériaux composites, il y a une proximité avec un territoire métropolitain, et puis d'ailleurs une proximité géographique d'une certaine façon, qui change complètement la donne. Et ce qu'il faudrait peut-être travailler plutôt, c'est la façon d'organiser la circulation humaine, mais la circulation des connaissances, etc. Et si bien qu'un territoire peut bien que rural, comme la Vendée, peut tout à fait ne pas se retrouver dans une situation désespérante. Hein, ça, c'est... Ceci dit, vous êtes dans la vraie vie, vous êtes en Vendée. Moi, ce que je vois derrière les écrans de mes ordinateurs, c'est que la Vendée se porte pas très bien. C'est-à-dire que le modèle vendéen, qui est ce modèle d'un d'un patronat un peu assez archaïque, bosseur, enfin, c'est un modèle quand même qui est dans le développement endogène quand même, hein, mais quand même sur un profil relativement bas, et en train de souffrir beaucoup. C'est un territoire où il y a effectivement d'autres éléments qui expliquent le succès passé. Ça a été effectivement une quantité de retraités riches, de classe moyenne qui sont dû s'installer parce qu'il y a le littoral absolument remarquable. Faut quand même pas l'oublier. C'est des énormes paquets de pognon qui sont arrivés. Des villes comme les Sables-d'Olonne, c'est la ville de France où il y a l'électorat est vieux, à 65 ans. C'est un électorat de retraités. Et puis il y a quelques jolies activités, mais le rapport à la métropole, moi j'ai beaucoup travaillé avec Nantes-Saint-Nazaire, hein, on était très surpris, à la différence de Rennes d'ailleurs, c'est que Nantes a très peu de relations, il n'y a pas beaucoup de relations. Il y a des opérations du type Beneteau, où probablement il y a quelques liens, mais en gros, je dirais parce que sociologiquement, ce qui se passe en Vendée, ce qui se passe à Nantes, il faut être remonté aux épisodes de la Révolution française, il y a un véritable fossé. Alors c'est un monde rural qui bouge, mais qui bouge sur un modèle très particulier, et qui est un modèle qui est, je crois, très menacé depuis quelques années. On arrive, parce qu'on vous dit partout, les SPL, c'est génial, machin, alors il y a Oyonnax, machin. Moi, j'ai regardé sérieusement, enfin, beaucoup d'autres, mais moi, j'ai regardé sérieusement, ça donne quoi à la sortie? C'est un modèle qui est super, mais c'est un modèle où les gens sont misérables, les niveaux de salaire sont extrêmement bas, les qualifications sont... Pardon? Totalement faux pour la Vendée. Ah, je vous garantis. Sur tous les coins, le Choletais, etc. Non, pas sur le littoral. Sur le littoral, ça marche très bien. Mais à l'intérieur, je peux vous dire, le profil de qualification est très bas. Et c'est un modèle qui, justement, a un peu de souci à se faire parce qu'il n'est pas très ambitieux du point de vue du contenu du travail et des rémunérations. Le problème, c'est quel est l'espace rural? Enfin, c'est ce qu'a dit Francis Aubert tout à l'heure. Si je prends la région la plus riche d'Europe, le Vorarlberg, c'est un espace rural. À vue de nez, c'est un espace rural. Enfin, on s'y promène. On y a amené 36 fois les Européens. J'étais à un moment vice-président du Parlement euro-latino-américain. On y amenait les latino-américains pour montrer que on peut être hyper compétitif avec des très hauts salaires. C'est dans un espace rural. On voit, c'est ouvert. On voit des vaches et des usines de haute technologie. Et il n'y en a pas, elles sont toutes à 50 mètres, à 200 mètres les unes des autres. Il n'y a aucune agglomération. Mais c'est la même chose d'ailleurs quand on sort d'une petite ville de Toscane. Hein, on se promène entre des usines de haute technologie plantées un petit peu dans la nature, avec des panneaux entre deux usines, passage éventuel d'animaux sauvages. Enfin, il faut voir qu'est-ce que ça veut dire rural. Alors on pourrait dire c'est de l'urbain très dilué. C'est de l'urbain très dilué dans la campagne. Je crois qu'il faut aussi avoir un peu de... Faut pas tomber dans l'alternative, c'est du urbain ou rural. Oui, tout à fait. Ouais.
Exact. C'est passionnant. Je vous propose d'en rester là en vous remerciant tous, et puis en particulier notre conférencier.